Nouvelle Zalmont, Deutsche Kurzerzählungen, wie lang? Georg Werth, 1822, 1856. Mittagessen auf dem Fabrikhof. Repas de midi dans la cour de l'usine. Georg Werth est l'auteur de poèmes, de récits, de reportages. Employé de commerce et journaliste, il collabore à la Nouvelle Gazette rhénane, dirigée par Marx et Engels. Ce dernier saluera d'ailleurs en Werth le premier et le plus important poète du prolétariat allemand. Il a décrit avec sarcasme le Philistin de son époque dans humoristische Skizzen aus dem deutschen Handelsleben von 1845 bis 1848. Jeden Morgen Punkt 6 Uhr tont von dem kleinen Turm, der die Spinnerei des Herrn Preis schmückt, das Läuten jener hellen Glocke, welche den Arbeitern weit und breit das Signal gibt, dass sie ihr Tagewerk zu beginnen haben. Das große Tor, welches nach der Straße führt, wird dann geöffnet und Männer, Weiber und Kinder, die sich schon einige Augenblicke vorher gesammelt haben, verfügen sich an ihren Posten. Die meisten tragen in irdenen Töpfen ihr kleines Frühstück mit sich, zu dessen Genuss ihnen gegen 9 Uhr einige Minuten freigegeben sind. Um 12 Uhr macht man Mittag. Die Arbeiter aus der Stadt können dann für eine Stunde nach Hause gehen, um sich zu Tisch zu setzen. Die, welche vom Lande kommen und abends erst auf die Dörfer zurückkehren, setzen sich gewöhnlich in den Hof, um ihr Mahl zu verspeisen. Um 1 Uhr beginnt die Arbeit aufs Neue und dauert fort bis 8. In gewöhnlichen Zeiten arbeitet man also 13 Stunden, wird indes viel zu fabrizieren sein, so müssen sie die Arbeiter auch dazu bequemen, noch länger auszuhalten. Wir treten zur Mittagszeit in das Innere des Hofraumes. Auf kleinen Bänken, die an den Seiten der Fabrik angebracht sind, bemerken wir eine Arbeitergruppe neben den anderen. Manche haben sich gegenüber auf einige Leitern und Holzstöße gesetzt, einige sogar auf die bloße Erde. Alle Arbeiter, die wir hier sehen, sind am Morgen vom Lande herübergekommen. In Tüchern und Töpfen führten sie ihr Mittagsmahl mit sich, zu dessen Erwärmung ihnen die Seiten des siedenden Dampfkessels die beste Gelegenheit gaben. Jeder hat sich dazu seine Stelle ausgewählt. Wenige Augenblicke sind hinreichend, um diesen genügsamen Menschen ein spärliches Mahl schmackhaft und erquicklich zu machen, denn sie bringen ja den besten Appetit dazu mit. Wir sehen, wie einer nach dem anderen sein Töpfchen von dem Rande des Kessels herunterlangt, wie er es in den Schoß oder zwischen die Knie stellt und mit dem Löffel in seine Suppe fährt, indem er zuerst das Dünne oben abschöpft, um erst zu guter Letzt auf den substanziellen Teil seines Mahles zu kommen. Hin und wieder haben sich auch zwei Brüder oder Bruder und Schwester oder die Personen einer ganzen Familie bei einem Gefäße niederzulassen und geraten nicht selten in einen kleinen, liebenswürdigen Zank, wenn der eine dem anderen eine Kartoffel oder eine halb zerkochte Rübe in aller Eile fortstipsen will. »Du hast schon wieder eine Kartoffel zu viel genommen«, sagt Mariechen zu ihrem Bruder. »Das ist nicht wahr«, erwidert Jan. »Ich habe es aber gesehen. Du hast dich aber geirrt. Du bist ganz schrecklich gefräßig. Ich esse fast gar nichts. Es wundert mich, dass du den Löffel nicht mit hinunterschluckst. Kein Mensch in der Welt isst weniger wie ich. Du wirst den ganzen Topf noch mitessen. Lass mich zufrieden, Mariechen, oder ich haue dich auf den Kopf.« Jan macht ein zorniges Gesicht,
Mariechen wird noch viel böser. Beide erheben die Löffel, um aufeinander loszuschlagen. Da müssen sie laut auflachen und fahren einträchtig in ihrer Mahlzeit fort. Das ist heute wieder ein schlechter Fraß, sagt ein langer Bursche zu seiner Mutter. Danke Gott, wenn du immer etwas so Gutes hast, erwidert sie ihm. Immer Kappes und Rüben. Freu dich, dass die uns noch gewachsen sind. Nicht ein einziges Mal einen Fetzen Fleisch. Schäme dich, du hast am Sonntag noch Fleisch bekommen. Der Teufel mag deine Suppen essen. Gotteslästerer, ruft die Mutter und zieht ihrem Sohn den Topf vor der Nase fort. Hat dich das der Pastor gelehrt? Der Pastor hat gut lehren. Nun, dann ist, erwidert die Mutter, der Pastor ist freilich etwas Besseres. Viel besser, bemerkt der Sohn und beruhigt sich sofort, indem er aufs Neue mit dem Löffel niederfährt. Das Brot wird dies Jahr sehr teuer, murmelt ein alter Arbeiter. Ich kann es nicht begreifen, antwortet ihm seine Tochter. Die Zeiten sind so schlecht. Es ist aber doch bei uns genug Korn gewachsen. Hin und wieder, das ist wahr, aber das kaufen die Spekulanten auf. Was ist das, ein Spekulant? Das ist ein reicher Mann. Also die reichen Leute kaufen uns das Brot fort? Jawohl, mein Kind. Die reichen Leute essen ja aber fast gar kein Brot. Aber sie legen das Korn in ihre Speicher. Wozu? Um uns zu zwingen, dass wir es höher bezahlen. Ist das aber recht? Nein, mein Kind, es ist aber erlaubt. Ach so, und beide setzen ihre Kinnladen wieder in Bewegung. Was meinst du, was heute der Herr Preis ist? Fragt ein Junge den anderen. Verdamm mich, wenn ich es weiß. Junge Hahnen isst er mit Erbsen. Wer hat das gesagt? Ich habe es in der Küche gesehen und Schinken mit Petersilie. Mir einerlei. Und Tauben mit Apfelmus. Schweig still. Und Rehbraten mit brauner Soße. Halt dein Maul. Und Apfelsinen und Korinthen. Hol ihn der Henker. Und Wein trinkt er dazu, dass es rappelt. Gott verdamm ihn. Am Tore, etwas entfernt von den übrigen, liegen noch zwei Knaben. Sie sind mit ihrer Suppe fertig. Ich weiß etwas von dir, sagt der eine. Und ich etwas von dir, erwidert ihm der andere. Du hast dem Herrn Preis Kirschen gestohlen und du seinen Pferden den Hafer. Du hast das Stärkemehl aus der Färberei gefressen und du hast das Blei von den Fenstern verkauft. Du hast 2 Pfund altes Eisen beiseite geschafft. Und du bist ein Lump, du willst mich anzeigen. Und du bist ein Dieb, du willst mich verraten. Ach Gott, sag kein Wort, ich war so hungrig. Sei still, mit mir ging es gerade so. Nichts angezeigt, nichts verraten, alles still, ganz still. Und beide erheben sich, um den Rest der Feierstunde zu verspielen. Chaque matin, à 6 heures tapant à la petite tour qui orne la filature de Monsieur Price, retentit la claire sonnerie qui annonce aux ouvriers des alentours qu'ils doivent commencer leur journée de travail. On ouvre alors le grand portail qui donne sur la rue et les hommes, les femmes et les enfants qui étaient rassemblés déjà depuis quelques instants se rendent à leur poste. La plupart ont emporté dans des pots en terre leur petit déjeuner, pour la consommation duquel on leur concède quelques minutes vers 9 heures. À midi, on déjeune. Les ouvriers qui habitent en ville ont alors 1 heure pour aller manger chez eux. Ceux qui viennent de la campagne et qui retournent seulement le soir dans leur village ont l'habitude de s'asseoir dans la cour pour consommer leur repas. Le travail reprend à 1 heure et dure jusqu'à 8 heures. En temps ordinaire, on travaille donc 13 heures. Cependant, s'il y a beaucoup d'ouvrages, les ouvriers doivent consentir à tenir encore plus longtemps.
À midi, nous pénétrons à l'intérieur de la cour. Nous remarquons un groupe d'ouvriers à côté d'un autre. Ils ont pris place sur de petits bancs installés sur les côtés de l'usine. Plusieurs autres se sont assis en face sur quelques échelles ou sur des piles de bois, certains même directement sur le sol. Tous les ouvriers que nous voyons ici sont arrivés le matin de la campagne. Ils ont emporté leur repas de midi dans des torchons et des pots qu'ils ont réchauffés en se servant des côtés de la chaudière bouillante. Chacun a choisi son endroit à cet effet. Quelques instants suffisent pour faire du maigre repas de ces gens frugaux quelque chose d'appétissant et de revigorant, car ils y mettent le meilleur appétit qui soit. Nous les voyons saisir l'un après l'autre leur petit pot sur le rebord de la chaudière, se le caler contre le ventre ou entre les genoux et tremper la cuillère dans la soupe en prenant d'abord le plus liquide en haut, réservant pour la fin la partie la plus substantielle du repas. De temps en temps, deux frères, ou le frère et la sœur, ou les membres de toute une famille doivent prendre place près d'un récipient et il leur arrive fréquemment de se laisser entraîner dans une petite dispute sans gravité, quand l'un d'eux veut vite chipper à l'autre une pomme de terre ou un navet déjà presque réduit en bouillie par la cuisson. « Tu as encore pris une pomme de terre de trop », dit la petite Marie à son frère. « Ce n'est pas vrai, réplique Jean. Je l'ai pourtant vu. » Alors tu t'es trompé. C'est que tu peux être goinfre. Moi, je ne mange presque rien. Ça m'étonne que tu n'avales pas la cuillère avec. Personne au monde ne mange moins que moi. Tu vas manger le pot avec. Laisse-moi tranquille, Mariette, ou tu vas avoir mon poing sur la figure. Jean a l'air vraiment en colère. Mariette se fâche encore plus fort. Tous deux brandissent leur cuillère pour se frapper. C'est alors qu'ils ne peuvent s'empêcher de partir d'un grand éclat de rire et ils poursuivent paisiblement leur repas. « Aujourd'hui encore, la bouffe est mauvaise, dit un grand gaillard à sa mère. « Remercie Dieu si tu as toujours quelque chose d'aussi bon, lui réplique-t-elle. Toujours des choux et des navets. Estime-toi heureux qu'on ait pu en récolter. Même pas une seule fois un morceau de viande. Tu devrais avoir honte, dimanche dernier, tu as eu de la viande. Que le diable les mange tes soupes. Blasphémateur, s'écrie la mère en s'emparant du pot de son fils. Est-ce cela que le pasteur t'a appris? Le pasteur, il en parle à son aise. Allons, mange, répond la mère. C'est sûr que le pasteur mange mieux que nous. Bien mieux, remarque le fils, qui se calme aussitôt tout en se remettant à actionner sa cuillère. Cette année, le prix du pain a beaucoup augmenté, marmonne un vieil ouvrier. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, lui répond sa fille. Les temps sont si durs. Mais par chez nous, le blé a pourtant bien poussé. Ça et là, c'est vrai, mais les spéculateurs raflent tout. Qu'est-ce que c'est un spéculateur? C'est un homme riche. Les gens riches achètent donc tout notre pain? Oui, mon enfant. Mais tu sais bien que les gens riches ne mangent pas pour ainsi dire, pas de pain. Oui, mais ils entreposent le blé dans leur grenier. Pourquoi faire? Pour nous obliger à le payer plus cher. Est-ce juste? Non, mon enfant, mais c'est permis. Ah bon? Et tous deux de remettre leur mâchoire en mouvement. À ton avis, qu'est-ce que M. Price mange aujourd'hui? Demande un garçon à un autre. Le diable m'emporte si je le sais. Il mange des côtelets aux petits pois. Qui t'a dit ça? Je l'ai vu dans la cuisine et du jambon avec du persil. Ça m'est bien égal. Et des pigeonnons à la compote de pommes. Tais-toi! Et du rôti de chevreuil à la sauce brune. Ferme-la. Et des oranges et des raisins secs. Que le bourreau l'emporte. Et avec ça, il boit du vin que ce n'est pas permis. Que Dieu le maudisse. Près du portail, à quelques distances des autres, deux garçons sont allongés. Ils ont fini de manger leur soupe. Je sais quelque chose sur ton compte, dit l'un d'eux. Et moi, je sais quelque chose sur le tien, lui rétorque l'autre. Tu as volé des cerises à M. Price. Et toi, l'avoine de ses chevaux. Tu as bouffé l'amidon de la teinturerie. Et toi, tu as vendu le plomb des fenêtres.
Et toi, tu as chapardé 2 livres de ferraille. Et toi, gredin, tu veux me dénoncer? Et toi, voleur, tu veux me trahir? Ah mon Dieu, n'en dis rien à personne. J'avais tellement faim. Tais-toi, c'était pareil pour moi. Pas de dénonciation, pas de trahison. Motus, bouche cousue. Et tous deux se lèvent pour passer le restant de la pause à jouer.